Bonjour. On va commencer. Alors, bonjour Jean-Charles. Vous pouvez dire bonjour à Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Bonjour les foules. Ça fait très vite. Alors, donc, vous êtes gouverneur de l'innovation chez Total. Gouverneur, ça y est, me voilà propulsé gouverneur. Je fais ça. Exactement, est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce que représente ce métier, au sein de ce métier et comment il s'articule au sein de Total, finalement, dans l'ensemble de Total? Alors, je travaille dans l'innovation chez Total. Beaucoup d'entreprises qui font de l'innovation. Alors, on a créé il y a 3 ans à peu près une direction innovation dans une des 3 branches du groupe. Alors, je fais quand même une toute petite parenthèse sur l'organisation du groupe Total. Donc, premier groupe français en termes de chiffre d'affaires, valorisation boursière, on se tire la bourre avec Sanofi, mais en général, voilà. Donc, c'est un gros groupe et qui est divisé en 3 branches. C'est assez simple à comprendre. La première branche, exploration-production, c'est les gens qui cherchent du pétrole et en général le trouvent, du pétrole et du gaz, hein, précisons. Le gaz, c'est une grosse partie aussi des produits. Donc ça, c'est la première branche qui souffre pas mal en ce moment, parce que vous avez dû voir que le prix du baril s'est un peu effondré ces derniers temps. Mais historiquement, c'est la branche la plus riche du groupe et un peu, on les appelle des seniors, parce que c'est... Voilà. Ouais, il manque un peu d'eux, mais ils sont bon, voilà. Alors aujourd'hui, ils sont un petit peu plus tournés vers des solutions innovantes parce que la situation est assez contraignante. Donc ça, c'est la première branche. La deuxième branche, raffinage chimie, ça c'est les grosses installations industrielles, les raffineries de pétrole, les sites pétrochimiques. Alors il y a plein de tuyaux dans tous les sens, personne ne sait comment ça fonctionne, à part les ingénieurs qui s'en occupent, heureusement. Et là, c'est très très industriel. Il commence doucement à parler d'innovation eux aussi, parce que même dans les sites industriels, il y a des secteurs où on peut innover. Et la troisième branche dans laquelle je travaille s'appelle marketing et services. Alors pour simplifier, c'est la branche commerciale du groupe, c'est-à-dire qu'on commercialise à vous tous, peut-être pas, mais en tout cas on espère à vous tous, les produits que vous connaissez bien, donc le carburant dans les stations-service, les lubrifiants pour les moteurs, que ce soit les moteurs de bateaux, camions, voitures, avions, le gaz en bouteille, le GPL, butane propane, le carburant pour les avions, et puis beaucoup de produits qu'on appelle produits spéciaux, qui rentrent dans la composition d'autres produits. Par exemple, mesdames et mesdemoiselles, sans doute aussi messieurs, vous avez des produits cosmétiques sur la figure qui contiennent des dérivés extrêmement raffinés, bien sûr, de pétrole. Voilà. Donc le pétrole est présent dans beaucoup de choses. Alors on commercialise aussi maintenant, il y a une petite branche qui est en train de naître qui s'appelle énergie nouvelle. On commence à commercialiser des produits qui sont liés à des produits, c'est plutôt de l'énergie, liés à la biomasse, transformation de ce qui est déchets ou produits agricoles, etc. en énergie, et puis beaucoup de solaire. On a fait le pari du solaire contre l'éolien. À un moment donné, on hésitait éolien, solaire, et aujourd'hui, on s'est engagé beaucoup plus vivement dans le solaire en rachetant le numéro 1 mondial qui est un américain, SunPower. Donc on est assez branché de ça. Bon, alors tout ça pour dire, vous présenter le panorama, the big picture. Et dans la branche marketing et services, il y a 3 ans de cela, on a créé une direction innovation. Comme on est très orienté client et commerce, et que Total, historiquement, est un groupe qui s'occupe beaucoup de recherche et d'innovation sur le produit et peu sur le service, on s'est dit non, nous on est une branche commerciale, les clients aujourd'hui ils n'attendent pas que des produits, ils veulent aussi du service autour de ces produits, donc il faut qu'on innove. Et donc on a créé cette direction innovation. Ça ne veut pas dire qu'on n'innovait pas avant, mais simplement on avait une démarche un peu éclatée, chaque métier son petit travail d'innovation dans son coin. Donc là, la direction innovation, elle coordonne toute la démarche innovation de la branche. Et aujourd'hui, elle fait des émules dans les autres branches, c'est-à-dire qu'on sert de laboratoire et de modèle pour le reste du groupe. Il n'y a pas aujourd'hui de direction innovation pour l'ensemble du groupe au niveau de la holding. Ça vient en tête un jour, il y a une direction scientifique qui coordonne l'ensemble des laboratoires de recherche, mais il n'y a pas de direction innovation groupe. Donc nous, on est un peu la tête de pont d'innovation chez Total. Voilà. Alors, ça fait 3 ans. Donc moi, avant d'entrer à la direction d'innovation, j'avais jamais fait d'innovation. Je savais comme vous ce que ça voulait dire de loin, mais donc j'ai été obligé d'apprendre à la fois
en marchant, et puis il existe quand même des formations accélérées dans ce domaine. J'ai fait, alors ce que nous on privilégie dans l'innovation, dans l'équipe innovation, c'est la diversité des profils. Donc moi je suis littéraire de formation. J'ai fait normal sup lettres. Vous voyez, c'est à des années-lumière de Total. Il y a des gens chez Total qui me disent mais il y a une erreur d'aiguillage. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui dans les entreprises, la diversité, ça crée la richesse. Alors, c'est pas la première fois qu'on s'en rend compte. Je veux dire, il y a même il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on le savait déjà, mais aujourd'hui, il y a vraiment un effort significatif dans ce sens-là. Et en innovation, plus qu'ailleurs. Donc, profil littéraire, j'ai travaillé dans une banque avant de rentrer chez Total, donc vous voyez, et chez Total, j'ai fait des choses assez différentes les unes des autres. J'ai la direction financière, j'ai travaillé en expatriation en Amérique du Sud pour faire du développement gaz. J'ai dirigé une filiale en province qui faisait du négoce de matériel de chauffage et de climatisation. C'est rien à voir. Et puis avant d'entrer à l'innovation, dans la direction innovation, j'étais à la direction des systèmes d'information. Alors je ne faisais pas vraiment d'informatique, et je m'occupais des fonctions transverses. C'était une très grosse direction, la direction informatique, et donc elle avait sa propre communication, sa propre formation, les relations avec les filiales et le budget. C'est de ça dont je m'occupais. Alors voilà, tout ça pour vous dire que pour faire de l'innovation, c'est bien aussi d'avoir un profil un petit peu varié pour connaître, pour avoir des points de vue un petit peu originaux. Et puis dans l'équipe, il y a des gens qui viennent de tous les horizons du groupe. Il n'y a pas vraiment de spécialistes de l'innovation. En fait, c'est pour ça que je fais tout ce petit laïus. Cependant, aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé avec Dorian, on a de plus en plus d'étudiants en alternance, parce que nous, on a toujours dans la direction 3 alternants en permanence qui font... Pardon ? Faut pas dire ça. Bah, alors, on avait 3 alternants. On a toujours 3 alternants, et on voit de plus en plus ces alternants font des masters en innovation. Et ça, c'est aussi une tendance quand même relativement récente. Je me tourne vers les professeurs, mais c'est quand même assez récent. Je ne sais pas, ça a peut-être quand même 10 ans maintenant, mais là, ça explose. Voilà. Et donc, il y a quand même de plus en plus des gens qui se spécialisent un peu dans l'innovation, parce que l'innovation, finalement, c'est un vrai métier. C'est une attitude, mais c'est aussi un métier. Voilà, on pourra en reparler éventuellement. J'ai été long, là. C'est pas ce que tu m'avais dit 5 minutes. Non, ça va faire. Donc, tu as commencé à parler de ton parcours, on va y revenir après, puisqu'il y avait une question justement de Chris au départ. Par contre, Margot avait une question un peu, tu veux que je la pose ou tu veux la poser toi-même? C'était sur vos missions exactement. Quelles sont les missions aujourd'hui de la direction d'innovation? Qu'est-ce qu'elles mettent en place pour susciter l'entrepreneuriat de son entreprise et finalement quels résultats elles arrivent à avoir grâce à ça? Alors, nous on se présente, en général on dit qu'on est des consultants internes en innovation. La direction d'innovation, donc c'est une dizaine de personnes qui reposent sur un réseau de 170 correspondants d'innovation à travers le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les filiales et tous les métiers de la branche marketing et services ont un correspondant innovation. Donc tous ces gens-là sont un peu des consultants internes, c'est-à-dire que nos 2 missions principales, c'est pas d'innover, grande surprise, parce qu'en fait l'innovation est dans les métiers. Non, notre mission c'est d'accompagner justement les métiers dans leurs projets d'innovation. Quand on dit accompagner, alors c'est un accompagnement, je dirais, pluriel. À la fois on leur propose des méthodes, des méthodologies pour innover, on leur présente des prestataires qui peuvent les aider dans leurs projets, des gens qui sont vraiment spécialisés sur certaines méthodes d'innovation. Et puis aussi, on est un peu des aiguillons, c'est-à-dire qu'on revient constamment à la charge auprès de ces métiers. D'abord pour leur donner de l'information, leur dire, vous savez, autour du groupe, le monde change, voilà, il y a une tendance qui est en train de se dessiner, par exemple le covoiturage, vous voyez, le covoiturage, de l'importance que ça prend, est-ce que ça ne doit pas nous interroger, nous Total, etc. Et puis, quand on sent qu'il y a un métier qui n'a pas compris qu'il fallait innover tout simplement, on essaye de l'embêter un peu dans ce domaine-là, de le forcer à relever la tête du guidon. Donc ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission, elle est encore plus générale et à moyen et long terme, c'est diffuser la culture de l'innovation dans la branche. Pourquoi ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Total, c'est un groupe historiquement d'ingénieurs. Aujourd'hui, c'est vrai que ça commence à se diversifier. Il n'y a pas que des ingénieurs chez Total, il y a des écoles de commerce, des gens de Novancia, sans doute, je ne connais pas forcément. Mais globalement, il y a une mentalité qui est très orientée ingénieur. Et les attitudes, alors les ingénieurs, ils ont énormément de qualités, peut-être pas dire ce que je n'ai pas dit, mais
ils ont aussi, dans le domaine de l'innovation, quelques petits blocages. Et nous, on essaye justement de diffuser une culture qui permet de débloquer ce genre d'attitude. Alors, je vais vous donner des exemples. Un ingénieur, normalement constitué, il aime, quand il a un projet en main, délivrer, comme on dit dans les entreprises, son projet complètement terminé, le dernier boulon bien serré, que tout soit parfait. En innovation, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça pourrait marcher, mais globalement, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut essayer, il faut tout de suite prototyper, il faut tout de suite aller vers le client, vers la personne qui va utiliser le service ou le produit. Il faut se ratatiner de temps à autre, ça fait du bien et ça permet de progresser, de rebondir, parce que parfois on trouve de meilleures idées en se trompant qu'en atteignant directement un but qu'on pense être le meilleur. On donne toujours l'exemple, alors je pense que vos profs vous en ont parlé, de Nestlé, qui a fait 6 tentatives ratées et une réussie pour mettre la machine d'espresso sur le marché. Ils ne se sont pas découragés et ils ont essayé. Ils ont essayé trop tôt, ils ont essayé peut-être en faisant la mauvaise campagne de pub, en ciblant le mauvais public, enfin bon, bref, pendant 6 fois de suite, ils se sont plantés, puis la 7e, ça a réussi. Voilà. Donc, nous, c'est ce genre de message qu'on essaie de faire passer auprès de nos collaborateurs, prendre des risques, être un peu audacieux. Un groupe qui est leader sur son marché, comme Total, sur pas mal d'endroits dans son marché, qui est devenu très riche, très important, il a tendance à vivre un peu sur ses lauriers et ses acquis. Alors je ne dis pas, là aussi je schématise, bien sûr qu'il y a pas mal d'endroits en groupe où les gens bougent beaucoup, mais c'est en moyenne, c'est normal, un leader il a moins faim que quelqu'un qui débute sur le marché. Donc il faut aussi demander à nos collaborateurs, rappelez-vous, jadis, nous fûmes une start-up et nous avons pris des risques pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc revenons à cet esprit un peu pionnier. Donc ça, c'est aussi des messages qu'on essaie de faire passer. Et ça, c'est valable pour tous les collaborateurs du groupe, pas uniquement les chefs, pas uniquement ceux qui sont au contact du public, enfin les clients, même un comptable, même des gens qui sont dans la logistique, dans les dépôts, ils peuvent, à leur échelle, prendre des risques, innover pour le profit de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est notre deuxième mission. Et pour remplir cette mission, on organise énormément d'événements. Parce que l'innovation, c'est beaucoup de communication aussi, surtout au départ. Donc on fait des conférences sur l'innovation où on invite d'autres entreprises, où on invite des startups, où on invite des grands spécialistes, entre guillemets, de l'innovation, des gens qui ont un peu qui sont connus dans le monde de l'innovation pour avoir des messages très forts. On a mis en place un Serious Game sur l'innovation, qui a eu beaucoup de succès en interne et qu'on est en train d'essayer de commercialiser. Serious Game, peut-être. Ah oui, Serious Game, c'est comme un jeu vidéo, mais avec un contenu pédagogique. C'est un jeu sérieux en français. Donc on demande aux collaborateurs, tu vas jouer, mais en fait en jouant, tu vas apprendre des choses utiles à ton métier, à ton entreprise. Voilà. Alors, pareil, chez Total, au début, c'était pas facile. Il a d'abord fallu convaincre le management. Imaginez, vous êtes à votre poste de travail et votre chef vous surprend en train de jouer un jeu vidéo. Alors là, oh là, mon Dieu. Donc là, c'est officiellement, les gens ont l'autorisation de jouer à un jeu vidéo. Ça marche bien en fait en équipe. On organise des battles, des petits championnats, comme ça c'est plus facile, parce que les gens tout seuls dans le bureau, ils n'osent pas se lancer. Et c'est un jeu à la fois très addictif, en termes de jeu, mais en même temps qui apprend beaucoup de choses sur les comportements qu'on doit avoir en innovation. Alors voilà, on fait plein d'événements autour de ça pour... Ce jeu est accessible seulement pour les personnes propriétaires de Total. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on a décidé avec le fournisseur du jeu de le commercialiser. Et donc on a déjà un client ferme, et puis il y a pas mal de clients potentiels. Le client ferme d'ailleurs, c'est une école, l'école des mines d'Albi, qui a acheté un certain nombre de licences pour intégrer le jeu dans le cursus universitaire des élèves. Voilà. D'ailleurs, je suis déjà allé à Albi pour présenter le jeu et j'y retourne en avril parce qu'ils veulent faire une cérémonie un peu de lancement avec remise de prix. On va faire une petite battle où les étudiants vont se mettre en équipe de 3 et puis ceux qui vont gagner recevront un petit cadeau de la part de Total. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et là pour le coup chez Total c'était très innovant comme approche. Il y a d'autres entreprises qui le font sans doute, mais pour nous c'est assez innovant. Voilà, donc les deux missions, je résume, accompagner les métiers, parce que souvent ils ne savent pas comment faire pour innover, et puis diffuser la culture à base d'événements, de méthodes, de formation. On a construit aussi pas mal de formations. Et puis alors,
votre professeur Anna Glaser le sait parfaitement, on fait partie aussi, on est membre de beaucoup d'associations comme Innovacteur, qui travaille beaucoup avec Nuancia. Et le fait d'être membre de ces associations, ça nous permet aussi... Pardon ? Il y en a certains qui connaissent pas Innovacteur. Alors, Innovacteur, c'est une association qui regroupe des grandes entreprises ou des moyennes entreprises autour du thème de l'innovation collaborative ou participative, c'est-à-dire l'innovation que pratiquent les collaborateurs en interne, pas forcément sur des sujets correspondant à leur poste de travail. C'est-à-dire que vous prenez un collaborateur lambda, un comptable par exemple, et le comptable il se dit tiens, je viens d'avoir une superbe idée pour rendre les toilettes des stations d'autoroute plus attractives. C'est pas du tout son métier normalement. Ça, c'est de l'innovation participative. C'est-à-dire le message qu'on passe à tous les collaborateurs, c'est vous êtes tous des innovateurs dans le groupe et vous pouvez avoir plein d'idées pour n'importe quel métier, à condition que ces idées soient profitables à l'entreprise. Voilà ce que c'est que le concept d'innovation participative. Et la plupart des grandes entreprises pratiquent ce concept et se sont réunies dans une association qui s'appelle Innovacteur. Et le fait d'être membre d'associations comme ça permet aussi de rencontrer d'autres grands groupes ou d'autres entreprises qui innovent, de les faire venir chez nous pour échanger, et aussi, et ça c'est une grande partie de ce que je fais moi, de rencontrer ce qu'on appelle les startups. Alors les startups, je pense que vous êtes tous plus ou moins conscients de ce que c'est, les jeunes pousses, les petites entreprises, qui sont souvent, la plupart du temps, très innovantes. Pourquoi elles sont très innovantes ? Parce qu'elles ont besoin de se faire une place au soleil. Quand vous êtes Total, bon à la limite, vous pouvez vous dire, pas vraiment besoin d'innover, je dis ça, mais c'est pas vrai, mais j'ai pas vraiment besoin d'innover, je suis en place, j'ai mes clients. Quand je suis une start-up que j'ai pas de clients, il faut que je trouve, si je veux concurrencer Total sur son terrain, il faut que je trouve un angle d'attaque qui soit complètement différent de ce que fait Total. Sinon, ça ne sert à rien, Total va m'écraser tout de suite. Donc je dois innover. Donc c'est vrai qu'en général, les start-up sont plutôt innovantes. Et donc ça nous intéresse aussi beaucoup. Et on y reviendra peut-être plus tard. Justement, je vais te poser cette question. Tu parles justement de collaborer avec ces startups. Qu'est-ce qui est mis en place pour collaborer avec eux? C'est des rachats, c'est des collaborations, c'est la co-création peut-être? Alors, chez Total, il y a axes, on va dire deux axes pour simplifier, de collaboration avec les startups. Il y a au niveau de la holding du groupe une structure de capital venture, donc d'investissement, on va dire, qui regarde sur le marché si elle peut investir de façon minoritaire en général dans des petites structures, petites ou un peu moins petites, et des petites structures qui sont sur des métiers stratégiques pour le groupe. En se disant, dans 10 ans, ce que propose cette start-up, ça sera tellement vital qu'il vaudrait mieux que nous on y soit dès maintenant. Voilà. Donc ça, c'est de l'investissement en espèces sonnantes et trébuchantes. Et nous, au niveau de la direction innovation, notre approche des startups est strictement opérationnelle. C'est-à-dire, on ne mettra jamais d'argent dans une startup à notre niveau. Et d'ailleurs, on le dit ouvertement aux startups qui viennent nous voir ou qu'on va voir. Nous, ce qu'on recherche, c'est soit une relation classique client-fournisseur, parce que les startups, ça peut devenir un fournisseur classique d'un grand groupe, ou une relation de partenariat, de co-création, ça arrive aussi. C'est-à-dire que la startup, à son tout début, elle a une idée de concept, même un produit qui commence à être plus ou moins élaboré. Elle prend contact avec le grand groupe, par exemple Total, trouve que c'est intéressant, et les deux décident ensemble de développer, d'aller plus avant dans l'élaboration du produit, en se partageant éventuellement la propriété intellectuelle, ou en décidant qu'elle sera complètement à la start-up, la propriété intellectuelle, ou qu'elle sera complètement pour Total. Voilà, mais en restant chacun indépendant l'un de l'autre. Donc ça, c'est plutôt notre vision à nous au niveau de la direction innovation. Et pour revenir sur les associations dont on fait partie, il y a beaucoup d'associations sur Paris qui permettent de favoriser la rencontre entre les grands groupes et les startups. Et nous, on utilise beaucoup ces rencontres pour sourcer, comme on le dit en jargon un peu entre anglais et français, pour sourcer ces startups, c'est-à-dire identifier celles qui pourraient nous intéresser pour nos métiers, les métiers station-service, les lubrifiants, le gaz en bouteille, éventuellement fournir le produit ou co-créer. Et alors ce qui est intéressant pour nos collaborateurs, et c'est là où on rejoint un peu le sujet de ce soir, c'est que travailler avec des startups, ça nous permet aussi, et ça permet à nos collaborateurs, ceux qui sont en contact avec les startups, de voir qu'il y a d'autres façons de travailler que de travailler dans une grande entreprise. Et ça inspire
Parce qu'en général, ceux qui créent les startups sont des entrepreneurs, c'est-à-dire que souvent ils mettent leur argent dans l'affaire, et ils ont un intérêt vital à ce que l'affaire se développe. Contrairement aux collaborateurs d'une grande entreprise, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de l'entreprise qu'ils utilisent. Et donc le fait de travailler les startups, ça inspire sur la façon de travailler, et ça permet, je ne dis pas de changer complètement, il ne s'agit pas que Total se mette à travailler exactement comme une startup, ça c'est pas envisageable, mais ça permet de façon, dans un premier temps un peu micro, et puis on peut imaginer que de temps à autre ça s'étend un peu plus, ça permet de prendre des habitudes de travail un peu différentes, être un peu plus agile, un peu plus réactif, se rendre compte que souvent le temps est important pour être à l'heure sur un marché. Je disais tout à l'heure que Nespresso, ils ont mis 6 fois, bon ok, mais la 7e fois, ils auraient pu aussi se rater s'ils n'étaient pas allés sur le marché à ce moment-là, parce que c'était peut-être le bon moment, et que s'ils avaient raté le bon moment, ils l'avaient raté. C'est un peu comme le train, quand il est parti, il est parti. Donc, nous aussi, notre problématique dans un groupe comme Total, c'est parfois, on a de très bonnes idées, et on a même souvent, mais le temps que ça remonte au comité qui va décider, du comité qui va décider, il y en a d'autres qui se sont déjà installés. Donc ça, la problématique du temps, elle est aussi importante. Et quand on travaille les startups, on se rend compte que ces petites structures sont capables de changer de modèle très rapidement, parce que c'est vital pour eux. Et donc il y a tout un esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat qu'on peut essayer de répliquer et d'imiter en interne pour améliorer nos façons de travailler. Parce que donc là, tu nous parles de manière assez théorique. Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner dans un partenariat avec une start-up? Alors, nous, la direction innovation, on a vraiment un très bon cas d'école. On a rencontré en mars 2014 une start-up dans un de ces clubs dont je vous parle, qui est spécialisé dans la mise en relation des grands groupes et des start-up, un club de rencontre, on va dire. Cette start-up s'appelle UMAP, Y2OMAP. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, quand on l'a rencontrée en mars 2014, elle avait 3 mois d'ancienneté, parce qu'elle avait été créée en janvier 2014, et elle n'avait pas de clients. Elle avait juste un concept, qui était déjà très élaboré. C'était un outil, un software d'open innovation. Et nous, on venait d'élaborer une démarche de rencontre avec les startups. Alors là, il faudrait que je fasse toute une historique, je vais essayer d'être rapide. En fait, on s'était rendu compte que rencontrer des startups et les présenter à nos métiers, ça ne fonctionnait pas. Et les métiers disaient « Ah oui, vous avez présenté une startup, elle est sympa, mais bon, j'ai autre chose à faire ». Donc on avait décidé de changer de méthode et de dire on va d'abord aller voir les métiers, analyser leurs besoins, leur faire exprimer leurs souffrances, leurs peines. Là, ça ne va pas, il y a un truc qu'on n'arrive pas à résoudre. Et à ce moment seulement, leur proposer éventuellement de rencontrer une start-up qui pourrait répondre tout ou partie à leur problématique. Sous-entendu, parce que cette problématique, on n'avait pas trouvé la réponse en interne. Il y a beaucoup de problématiques auxquelles on répond en interne, il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Mais il y en a aussi beaucoup maintenant qu'on n'arrive plus à solutionner en interne, pour plein de raisons différentes. Et donc, on venait, nous aussi, de changer notre démarche. On a rencontré UMAP, donc cette petite start-up, on a discuté, vous faites quoi, voilà, nous on fait un logiciel d'open innovation, il marche comment ce logiciel? Ah tiens, c'est intéressant. Nous on leur a raconté un peu ce qu'on avait fait en termes de démarche vis-à-vis des start-up, et on s'est rendu compte qu'on pouvait, notre démarche, la mettre dans l'outil, la dématérialiser en quelque sorte, et que ça allait nous apporter pas mal d'avantages. Donc, on a lancé une expérimentation pendant l'été 2014, d'environ 3 mois avec UMAP. On a alors pas co-construit, parce qu'ils avaient quand même déjà construit l'essentiel, mais on a co-ajusté ou co-perfectionné leur logiciel pour l'adapter à notre démarche. Et au bout des 3 mois, l'expérience était réussie. Et donc on a décidé de passer à un stade plus industriel sous forme de licence. Donc Total a été le premier client d'UMAP. Et la start-up, UMAP, a aujourd'hui une bonne dizaine de grands comptes comme SNCF, Aéroport de Paris, Natixis, EDF, j'en passe, je ne les ai plus tous en tête. Pourquoi? Parce qu'elle a pu dès le départ dire « moi j'ai un partenariat avec Total ». Et ça évidemment pour une start-up c'est merveilleux. C'est merveilleux, alors bien sûr il faut que derrière la start-up elle assure. Il faut qu'elle soit capable d'avoir un produit fiable, etc. Parce que lorsque vous dites que je travaille avec Total, si vous êtes des branleurs, ça ne va pas le faire. Mais si vous êtes sérieux et si vous avez un vrai produit,
dire qu'en plus Total a adopté ce produit, alors je dis Total, mais ça pourrait être EDF, ça pourrait être Engie, bon, un grand groupe qui a pignon sur rue, ça c'est vraiment pour une start-up une façon de progresser. Donc ce qu'on a fait avec UMAP, c'est qu'en plus on a testé avec eux nos contrats, parce que alors, la problématique des startups et des grands groupes, c'est que la relation n'est pas toujours facile. Nous, on a des procédures, on a des contrats très lourds, et la start-up, ils sont souvent 2-3 personnes, ils ne sont pas spécialistes du droit, ils ont des procédures, alors ils n'ont pas de procédures en général, et donc c'est pas très facile pour eux. Donc on a travaillé avec UMAP, qui nous a servi un peu de sparring partner pour adapter nos contrats. Donc on a construit avec eux un contrat d'expérimentation qui ne fait qu'une dizaine de pages, et qui préserve les intérêts vitaux de Total, et en même temps qui est tout à fait, je dirais, digérable par une start-up. Voilà, donc ça c'est un exemple de co-création avec une start-up et qui montre qu'on est capable de travailler ensemble. Alors, je finis cette histoire avec UMAP, donc on continue évidemment de travailler avec UMAP. UMAP, ils ont diversifié leur offre. Aujourd'hui, ils travaillent aussi, ils font des challenges de créativité avec des grandes entreprises. Donc nous, on participe souvent à ces challenges. Et on a reçu avec UMAP un prix, c'est-à-dire que Total plus UMAP, on a été récompensé d'un prix d'Open Innovation. Et ce qui montre aussi, nous on était assez fiers de ça, parce que ça montre aussi que c'est pas parce qu'on est gros et que David et Goliath en fait peuvent s'entendre. Ça c'est le fin mot de l'histoire. Alors ça c'est évidemment c'est une réussite, il y a aussi des échecs parfois, mais moi le message que je vais vous faire passer c'est que là aussi la donne a changé depuis quelques années. Finalement dans les grandes entreprises, c'est comme dans les startups, c'est des hommes avant tout. C'est une relation humaine qui se crée. Alors si vous tombez sur la bonne personne, tout est permis. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est un grand groupe qu'on n'est pas capable de faire avancer un business avec une société qui fait 3 personnes. Il faut vraiment arrêter de penser, parce qu'il y a beaucoup de startups qui ont peur d'entrer en relation avec les grands groupes, et c'est de moins en moins vrai. Alors, il y a aussi des cas où ça se passe mal. On n'est pas dans le pays des bisounours, mais globalement, ça s'est beaucoup amélioré. Et en interne, je le vois, la mentalité, c'est pas de dire on va tuer la start-up. Le grand groupe, nous chez Total, on est conscient qu'il y a une richesse extraordinaire chez les startups. Et notre but, évidemment, c'est que ça soit un win-win, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas affaire avec les startups uniquement pour leur faire plaisir. Bien sûr qu'on y a intérêt, mais on se rend bien compte que l'intérêt aussi, c'est pas d'écraser ou de tuer la start-up dès le départ. C'est au contraire de l'accompagner pour qu'elle progresse et qu'elle soit chaque jour plus forte pour nous permettre, ensemble, de gagner de l'argent. Globalement, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Je vais changer de sujet, tout en essayant de garder cet aspect d'être un peu plus concret dans ce que tu dis, parce que je parle pas de théorie. C'est pas du méchant. L'idée c'est que je voulais savoir concrètement une journée type en tant que gouverneur de l'innovation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu feras demain? Alors, c'est une question très intéressante, mais auquel il est difficile de répondre, parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble, évidemment. D'ailleurs, il y a beaucoup de métiers où les journées ne se ressemblent pas. Vos profs, ils ont des journées très différentes les unes des autres. Alors, c'est vrai qu'il y a une régularité avec les cours, il y a un certain nombre voilà, les copies, exactement, il y a des choses qui reviennent régulièrement. Mais nous aussi, d'ailleurs, on a des choses qui reviennent régulièrement. Enfin, globalement, si je devais parler d'une de mes journées, il n'y en a aucune qui se ressemble. Alors, je prends la journée d'aujourd'hui. Comme ça, au moins, ça va être très concret. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis arrivé aux environs de 8 heures à la Défense, en vélo à assistance électrique. Vous voyez que je suis innovant. Et ensuite, j'ai passé une demi-heure au bureau et je suis reparti en prenant le métro vers le centre de Paris, exactement où, au laboratoire de l'édition, qui est un incubateur de la ville de Paris. Pour simplifier, c'est Paris & Co, enfin disons que c'est la ville de Paris. Et là était organisé un atelier organisé par l'association Paris & Co sur, alors le thème, ça va vous faire rire, mais enfin rire, ça tombe vraiment pile poil dans ce qu'on est en train de dire. Le thème, c'était comment motiver les métiers d'une grande entreprise pour faire ce qu'on appelle des proof of concept, des petites expérimentations avec une start-up. Donc vous voyez là, on était vraiment au cœur du sujet. Donc toute la matinée, on a planché là-dessus entre grandes entreprises en échangeant nos pratiques. J'aurais parlé de ce que je viens de vous parler, de l'expérimentation qu'on a fait avec UMAP. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le logiciel, on l'a appelé Adopt une Startup. Oui, c'est un programme. Donc, en fait, pourquoi j'ai appelé Adopt une Startup? Parce que à ce moment-là, j'avais un alternant
qui était brésilien et qui venait de faire 6 mois de stage chez adopteunmec.com. Et je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, ça m'a inspiré, voilà. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas adopter une start-up. Et en fait, c'est bien ça, souvent, et c'est aussi, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'idée, c'est que les grands groupes, ils maternent, en quelque sorte, un peu les start-up, beaucoup plus qu'avant. Parce qu'ils ont bien vu, c'est une pépite, quand même. Donc, on adopte une start-up comme on adopte un enfant. Mutatis mutandis, comme on dit. Mais voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir une relation presque, j'allais pas dire sentimentale, mais assez émotive, enfin assez sur l'humain, basée sur l'humain. Bon, donc ce matin, voilà ce que j'ai fait. Après, je suis revenu à la tour au siège, à la Défense. J'ai mangé avec une collègue. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, je ne vais pas vous donner le menu. Ensuite, j'ai fait avec quelques mails, quelques trucs à faire. Et puis, à 3h, c'était juste avant de venir ici, j'avais une réunion dans un espace innovation qu'on a ouvert et où on rencontrait justement un de ces fournisseurs prestataires en innovation, parce que ce qu'on fait avant de les présenter au métier, nous on les reçoit, on regarde un peu quelles sont leurs méthodologies, parce qu'il y en a, alors là, dans le domaine de l'innovation, des consultants, on va dire, entre guillemets, il y en a, alors ça fleurit comme fleur au printemps. Donc il faut filtrer. Et donc là, on en recevait un qui s'appelle Blue Moon, et donc il nous a présenté leur format. Ils font une formation sur une méthode qui s'appelle Design Thinking. Vous avez peut-être entendu parler. Donc on les a écoutés. Voilà. Et donc j'ai fait ça jusqu'à 16h30, j'aurais dû le faire, mais comme je savais que j'avais la conférence ici, j'ai été obligé de partir à 16h. Donc là, j'ai pris le métro, et je suis descendu à l'arrêt Pasteur, j'ai pris la rue Falguière, et je suis arrivé devant mon... Alors c'est pour vous dire que voilà, la journée d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la journée d'hier. Ce que j'ai fait hier, je ne me souviens plus. Hier, j'étais beaucoup plus au bureau. Je suis parlé dans Paris, par exemple, et donc j'avais quelques petites réunions, mais j'avais beaucoup de travail, je dirais presque sédentaire, au bureau. Voilà, donc en fait, alors moi, mon rôle dans la direction d'innovation, elle est beaucoup à l'extérieur de l'entreprise. Donc je suis en charge de toutes les relations avec les associations, les startups, donc je bouge beaucoup. C'est vrai que j'ai des collègues qui sont un peu plus en interne, mais dans une direction comme la direction d'innovation, on a des journées extrêmement différentes les unes des autres. Alors parfois, il y a des personnes que ça peut indisposer. Il y a certaines personnes qui aiment avoir un rythme plus régulier. Mais en général, les gens qui sont en innovation, s'ils y sont aussi, c'est une certaine raison. Et donc, on aime bien ça, on aime bien vivre. Très bien. C'est concret là. Oui, c'est concret. On va pas faire plus concret. Hein. Ah oui, même si on a ça. Alors, on a vu un peu ce que vous faisiez au sein de la direction d'innovation. Maintenant, en préparant cette conférence, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'était l'entrepreneuriat ou qui le définissaient mal. Alors, étant en plein dedans, j'aurais aimé que vous puissiez donner votre définition d'entrepreneuriat. Alors, moi, c'était une petite discussion qu'on a eue, je ne suis pas en plein dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas pourquoi Dorian s'imagine que je suis le spécialiste de l'entrepreneuriat, mais bon, voilà, je l'ai cassé là d'un coup. Mais je me prête bien volontiers au jeu. Alors, la différence entre entrepreneur et intrapreneur. Ce qu'on a dit ensemble avant cette conférence, et j'ai un peu gratté le sujet, mais finalement je trouve que c'est une bonne approche, c'est de dire qu'un intrapreneur, il fait un peu la même chose qu'un entrepreneur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, il va lancer un projet, éventuellement on va lui donner beaucoup d'autonomie, on va le laisser développer son projet, et la différence fondamentale, c'est qu'il n'y met pas son argent à lui. C'est ça qui fait la différence entre un intrapreneur et un entrepreneur. L'entrepreneur, il se plante, il meurt, on passe à autre chose. L'intrapreneur, il se plante, certes, il ne sera peut-être pas récompensé, certes, on ne va peut-être pas faire des compliments, et encore, ça dépend des entreprises, il y a des entreprises qui tirent de l'échec, qui tirent des leçons positives, mais en tout cas, il ne va pas y laisser sa peau, et sûrement pas sa fortune. Son argent. Voilà, c'est la grande différence. Alors, chez Total, en tout cas dans ma branche, on n'est encore pas très avancé dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on commence à ébaucher des pistes, on voit certaines... par exemple, on a lancé au mois de novembre dernier une plateforme de
Alors, crowdsourcing, mais je ne sais pas si c'est vraiment, on peut utiliser ce terme, mais en tout cas, j'explique. Dans le monde public, on va dire, autour de nous, le crowdsourcing, c'est, vous avez une plateforme, une application ou une plateforme sur un site internet qui propose des projets. Et on demande aux gens, à vous par exemple, ou à moi, de s'engager sur ces projets. Soit sous forme d'argent, soit sous différentes formes, en général c'est sous forme d'argent. Donc ça c'est du crowdsourcing. On fait appel, c'est des plateformes d'appel à bonne volonté et plus si affinité. Et donc nous on a construit en interne, dans le cadre de notre innovation participative, une plateforme de crowdsourcing. Donc en fait, des collaborateurs mettent des projets, ils ont eu une idée. Alors, je reviens toujours sur ma bonne vieille idée de comment améliorer les toilettes dans les stations-service de Total. Les toilettes, c'est un endroit stratégique dans une station-service. Vous avez tous expérimenté. Il y a même des gens qui ne prennent pas d'essence, qui s'arrêtent uniquement pour les toilettes. Ça peut se comprendre aussi d'ailleurs. Parfois c'est un peu urgent. Donc en tout cas, c'est quelque chose que les clients des stations-service regardent à la loupe, si je puis dire. Et longtemps, Total a été connu pour la qualité de ses toilettes. Mais bon, voilà, on ne fait pas chez nous par hasard. On allait droit au but. Voilà. Bon, mais c'est un point important d'une station-service. Donc c'est pour ça que je prends souvent ce thème-là, parce que en plus ça fait rire la foule, donc c'est parfait. Donc je prends cet exemple. Quelqu'un a une idée géniale, il pense par exemple que les toilettes, finalement, il ne faut plus mettre de porte aux toilettes. Ça va favoriser le business, imaginons. Donc il se dit, tiens, là, je tiens le projet du siècle. Je le mets sur la plateforme de crowdsourcing, et je demande des heures, parce que là on ne va pas parler d'argent, parce qu'on est en interne, je demande des heures à mes collègues. Alors je dis que pour faire ce projet-là, je vais avoir besoin de 5 heures de communication, de 3 heures de juridique, de 6 heures d'innovation, de 5 heures de marketing, voilà. C'est à peu près ce que j'ai mesuré pour arriver au bout de ce projet. Je mets mon projet, j'essaye de le mettre de façon un peu marketée, c'est-à-dire un peu sympa, belle photo, un texte un peu alléchant, voilà, j'essaye de vendre mon projet. Et ensuite, les collègues vont regarder ce projet, parmi d'autres, et si ce projet leur semble être le projet du siècle, ne plus mettre de porte aux toilettes, et ben voilà, ils vont s'engager, ils vont dire, moi je propose, je te donne 2 heures de juridique, parce que j'ai une compétence juridique assez connue dans le groupe, ou pas d'ailleurs, etc., etc. Et une fois que le porteur du projet a réuni suffisamment d'heures, eh ben, il se constitue en groupe projet, et là, on peut dire qu'il y a un début d'intrapreneuriat. Parce que, en fait, le porteur de ce projet, c'est pas son business normalement de faire ça. Ce porteur de projet, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un comptable. Pendant ce temps-là, en parallèle, il va faire les comptes de l'entreprise, il a des choses bien précises à faire qui ont été fixées par sa hiérarchie. Mais en plus de ça, il porte un projet pour le compte de l'entreprise, parce que globalement ça restera au profit de l'entreprise, mais un projet qui lui tient à cœur, parce qu'il a finalement une mentalité d'entrepreneur. Mais sauf qu'il n'y met pas d'argent, il va trouver l'argent à la fois sous forme de bénévolat de ses collègues, et puis aussi il peut aller vendre son projet, ça rien ne l'empêche, aller vendre son projet à la direction réseau. Donc la direction réseau, c'est celle qui s'occupe des stations-service, et là la direction réseau peut lui donner du budget, et dire ah oui, ça on n'y avait jamais pensé, mais vraiment c'est l'idée du siècle, de plus mettre de porte aux toilettes, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Et hop, c'est parti. Voilà. Donc là, c'est un début d'entrepreneuriat. Ce que je disais aussi avant la séance à certains de vos profs, c'est que le gros obstacle aujourd'hui, c'est les RH. Alors les RH, dans les grands groupes, elles ont encore un peu de mal à prendre le tournant de l'innovation. Nous, ça progresse. Je peux vous dire que depuis 3 ans et demi que je suis dans l'innovation, je me rends bien compte des progrès qu'ont fait les RH. Mais malgré tout, les RH restent, en tout cas chez Total, un petit peu frileuses. Pourquoi? Parce qu'elles imaginent, elles voient tout de suite ce que ça peut avoir de compliqué pour l'entreprise. On disait avec Dorian, imaginons, ou c'est peut-être avec toi je le disais, je ne sais plus, imaginons que quelqu'un se lance dans un projet qui devient un projet vraiment autonome dans l'entreprise, imaginons qu'il se rate. La RH va tout de suite se dire mince, qu'est-ce qu'on va faire de cette personne quand elle va revenir après son ratage? Quel poste on va la mettre? Puis s'il a raté, c'est embêtant, ça révèle peut-être. Voilà. Tout de suite, plutôt que de se dire c'est
génial, celui-là il est comptable et d'un coup il se révèle comme ayant une mentalité entrepreneur, il faut absolument que le groupe le soutienne, l'entourage, etc. Le premier réflexe de la RH, ça peut être, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais ça peut être, ça va être un cas à gérer après. Alors s'il réussit, bon finalement tout le monde est content, et voilà. Mais s'il se rate, mince. Voilà, on lui a donné le goût d'entreprendre, et puis finalement il a un échec, et même si à la limite il a une réussite, mais que finalement le projet reste très interne, total, et que le type il retourne à son business, il aura connu une expérience complètement différente, et il va être plus difficile à manager. Enfin, quand je dis plus difficile, au regard des critères habituels du management, d'un certain type de management, qui reste quand même assez 19e siècle dans certaines entreprises. Donc, mais en revanche, dans l'absolu, c'est quelqu'un qu'il faut absolument chouchouter en quelque sorte, parce qu'il a montré qu'il pouvait apporter énormément à l'entreprise. Voilà, donc ça c'est l'obstacle numéro 1. En fait, c'est pas prévu dans les c'est pas prévu dans les statuts. Dans un parcours classique de RH, on n'a pas prévu que quelqu'un soit intrapreneur. Mais on commence vraiment à s'interroger. Alors là, je vous ai fait le côté obscur de la force, et rassurez-vous, chez Total, il y a aussi des Jedi qui travaillent à quelque chose d'un petit peu plus percutant. Et dans les RH, ça progresse beaucoup. La preuve en est que il y a 2 ans ou 3 ans, les RH ont introduit un paragraphe innovation dans les entretiens annuels. Vous savez que, comme vous êtes noté par le professeur, bah nous, en entreprise, on est noté par notre hiérarchie. Donc chaque année, en fin d'année, on a un entretien avec la hiérarchie. Alors, tu as bien travaillé, tu n'as pas bien travaillé, etc. On met des objectifs. Et il y a 2-3 ans, on a vu apparaître dans les entretiens une rubrique innovation. Qui pour l'instant est assez axée sur les attitudes à avoir. Est-ce que mon collaborateur est suffisamment audacieux? Est-ce qu'il aime prendre des risques? Est-ce qu'il est à l'écoute de ses collègues, etc. Donc pour l'instant, c'est une notion assez comportementale, mais on sent venir le moment où on va fixer des objectifs, vraiment, je dirais, concrets, en disant, bah, tiens, cette année, essaye d'avoir une idée innovante que tu vas progressivement transformer en projet. Ça, on est sur le point de basculer dans cette voie-là. Donc là, ça va accélérer le processus d'intrapreneuriat. Alors après, l'intrapreneuriat, c'est quand même, dans certaines entreprises, des choses qui sont assez normées et assez bien identifiées. Ça veut dire que ça peut se transformer en essaimage, c'est-à-dire que l'entreprise, elle peut carrément favoriser le départ de la structure qu'aurait monté le collaborateur. Ça s'appelle en termes techniques un spin-off, c'est-à-dire qu'on va... c'est un peu, je dirais, comme si on reprend l'idée de Star Wars, c'est que vous voyez le monstrueux vaisseau spatial, et puis on voit des petits vaisseaux qui sortent comme ça du vaisseau spatial. Et ben, là, c'est la même chose. On peut imaginer qu'un collaborateur monte un projet et que finalement ça devient quasiment une start-up. Et bien on va l'aider à s'extraire de Total pour devenir une start-up complètement indépendante qui pourra continuer à travailler avec Total éventuellement. Donc il y a des entreprises qui font ça maintenant de façon assez régulière. Nous, voilà, on y réfléchit très très fortement, il y a beaucoup de projets là-dessus, mais c'est pas encore le tout venant. Très bien, donc je surveille l'heure, donc il est déjà 18h, et donc on va pour conclure sur cette première partie, on va laisser la parole aux étudiants qui ont peut-être des questions, qui en ont sûrement. Je voulais savoir, est-ce que, globalement, pour synthétiser un peu tout ce que tu nous as dit jusque-là, tu pourrais essayer de répondre à notre problématique, comment entreprendre l'entreprise finalement? J'ai essayé de me défiler, de faire passer le temps. Comment entreprendre l'entreprise? Alors, évidemment, ça paraît un peu paradoxal de poser cette question, parce qu'une entreprise, normalement, avec le nom, c'est un endroit où on entreprend. Et tout à l'heure, je vous ai dit, un peu en façon de boutade, mais Total, ça a été une start-up à un moment donné. Quand on était, enfin, j'étais pas, au début du XXe siècle, quand quelques pionniers ont lancé Total, sous une autre forme qui n'est pas celle d'aujourd'hui, c'était des entrepreneurs. Ils avaient décidé que voilà, ça valait le coup d'aller creuser le sol quelque part et d'essayer de trouver du pétrole. Et donc, toute entreprise commence par être une entreprise d'entrepreneurs. La difficulté, c'est quand une entreprise devient très grosse, très importante, et où, je dirais, le management
l'emporte sur l'entrepreneuriat. Parce que c'est bien ça la problématique. Aujourd'hui, dans un groupe comme Total, c'est normal aussi. On a besoin de sécurité, de qualité, d'industrialisation. On ne peut pas se permettre de faire... il faut absolument des procédures parce qu'on est attendu au coin du bois. Nos clients, ils veulent un produit impeccable, standardisé, qui ne soit pas, selon qu'on achète tel ou tel bidon, la qualité elle est très variable. Donc voilà. Donc évidemment, on a des fortes contraintes. Et du coup, on s'est organisé pour répondre à ces contraintes de qualité. Et en s'organisant ainsi, on tue malgré nous l'esprit d'entrepreneuriat. Parce que dès qu'il y a une tête qui sort du lot, dès qu'on veut faire un peu différemment, l'instinct de survie de l'entreprise, l'instinct de survie de qualité de l'entreprise, c'est de dire non, rentre dans le rang, parce que ce qui compte, c'est de délivrer en temps et en heure, sur un rythme intense, la même qualité reproductible à l'infini. Et donc ça, évidemment, c'est un peu contradictoire avec le fait d'entreprendre des choses nouvelles. Alors, aujourd'hui, chez Total, et en tout cas dans ma branche, comment entreprendre, je l'ai déjà dit un peu de façon fragmentée, c'est faire preuve d'audace, c'est essayer de contraindre les hiérarchies à donner de l'espace à leur équipe pour travailler sur des projets qui ne sont pas forcément dans leur métier, dans leur emploi du temps habituel. Et donc nous, par exemple, on a créé des formations spécifiquement dirigées vers les managers de mon niveau, pour on va dire ça comme ça, pour les décoincer. Quand je dis les décoincer, ça veut dire leur dire, dis donc, là tu vois, tu as une équipe, tu ne la laisses pas respirer, il n'y a pas un membre de ton équipe pas un membre n'a eu d'idée depuis 10 ans, il y a un souci, là tu les asphyxies. Donc on fait des formations, on leur apprend des attitudes, et en général, les managers qui suivent cette formation, au bout d'un jour ou deux, ils sont enchantés, ils ont découvert un autre monde parce qu'eux-mêmes se sont mis un peu la pression et ont conservé un certain nombre d'ornières alors qu'ils auraient pu éventuellement regarder un peu ailleurs. Donc là, ils comprennent qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut faire différemment. Voilà, donc ça c'est une façon aussi de faciliter l'esprit d'entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Comme j'ai dit tout à l'heure, les RH ont un rôle fondamental non seulement en innovation, mais globalement dans le fait de cultiver l'esprit d'entreprise. Et donc là, je dirais que tant que nos RH n'auront pas mis ça en critère numéro 1, on aura toujours quelque chose qui sera à l'état d'ébauche. Alors, après, je ne sais pas le sens total de le sens complet de cette question, parce que évidemment que tous les jours chez Total, il y a des gens qui entreprennent. Alors après, tout dépend de ce qu'on appelle entreprendre, mais on a beaucoup de collaborateurs qui sont très compétents dans leur domaine, qui travaillent très bien, qui font avancer les choses, qui ne sont pas forcément des idées complètement dingues, mais voilà, il faut avancer le convoi. Ça aussi, c'est quand même entreprendre. Ce à quoi on doit être vraiment attentif, surtout aujourd'hui dans un monde qui est beaucoup plus collaboratif, qui bouge beaucoup plus vite, c'est de ne pas fermer les portes, de laisser ceux qui veulent être différents, être différents. Parce que ça, c'est la grande difficulté des grandes entreprises, c'est les cas spécifiques. Je dirais c'est un peu comme, alors j'avance sur un terrain un peu glissant, mais je me risque quand même, c'est un peu comme l'enseignement. En général, en France d'ailleurs, mais l'enseignement il a été fait pour le plus grand nombre. On ne pouvait pas se permettre non plus, enfin on n'est plus autant des précepteurs, hein, où il y avait un prof pour un élève. Aujourd'hui, forcément, il faut qu'il y ait une base commune, un plus petit dénominateur commun, et du coup, ça laisse peu de place à ceux qui ont un tempérament complètement différent. Alors, on entend souvent dire, ah bah oui, lui, il n'arrive pas à s'adapter. Oui, bah c'est vrai, il y a des enfants qui n'arrivent pas à s'adapter au modèle, et souvent c'est difficile pour eux. Peut-être aussi c'est difficile pour leurs profs, hein, et pour leurs camarades, mais c'est aussi difficile, c'est d'abord difficile pour eux. Donc dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. C'est globalement fait pour être un peu standardisé, parce que c'est vrai aussi, j'ai un petit peu critiqué, enfin, de façon soft, les RH, mais je me mets aussi à leur place, s'il fallait gérer que des cas particuliers dans l'entreprise, ça deviendrait absolument ingérable. Donc il faut quand même qu'il y ait des grandes tendances, sinon on n'y arrive pas. Et donc la difficulté, c'est de pouvoir gérer globalement la masse,
c'est quand même 90 000 personnes chez Total, donc 30 000 dans la branche, vous voyez, ça fait quand même déjà un petit peu de masse, et encore, on n'est pas très nombreux finalement par rapport à d'autres entreprises. Il faut pouvoir gérer la masse tout en n'éteignant pas les bonnes volontés de gens qui ont du mal à se couler dans le modèle classique. Les gens qui, moi j'en connais, des collègues qui tous les jours ont une idée nouvelle. Ils arrivent tous les jours avec un truc, on dit, bah oui, on va faire de ça, parce que c'est bien, mais voilà. Donc, nous, non mais concrètement, on a parfois aussi du mal à gérer ces cas. Et en même temps, c'est des gens qui sont toujours volontaires pour plein de choses. Et ça, c'est une richesse pour l'entreprise. Quand vous lancez un projet et que vous demandez des types de volontaires, c'est souvent les mêmes. Et ces gens-là, ils ont une grande valeur. Mais quand on regarde un petit peu plus près, c'est des gens qui sont atypiques. Et puis alors, en fait, globalement, on est tous un peu atypiques. Mais souvent, on s'auto-censure, on n'ose pas. Parce que aussi, on sent bien que l'entreprise n'est peut-être pas toujours prête pour nous accueillir dans notre folie créative. Donc voilà, entreprendre, un vaste sujet. C'est un travail de tous les jours. Très bien. On va s'arrêter donc pour cette première partie. Y a-t-il des questions dès maintenant? Sinon, on en a une. Très bien. Je vous ai complètement sauvé. Ouais. La chaleur, Je voulais poser ma question en fait. Tiens, je te passe. Il se trouve que je suis moi-même entrepreneur et je voulais savoir, aujourd'hui je veux approcher une grande entreprise, comment je me prends, quel conseil tu peux me donner pour aller voir une grande entreprise, les démarcher et pouvoir par la suite travailler avec eux ou travailler avec eux. C'est pareil, il n'y a pas de recette miracle. Ça veut dire, si tu as un projet, ça veut dire qu'il faut déjà que tu le fasses un petit peu avancer. Parce que, alors, après, il y a beaucoup maintenant de structures qui se montent où les grandes entreprises essaient d'être le plus en amont possible de la création pour pouvoir co-créer avec l'entrepreneur. Mais c'est-à-dire des incubateurs? Oui, des sortes d'incubateurs, par exemple. Un incubateur ultra connu sur la place de Paris qui s'appelle l'ILab d'Air Liquide. Voilà, c'est un petit peu le concept, c'est dire on a mis en dehors du siège d'Air Liquide une structure un peu atypique avec quelques collaborateurs dont le rôle est d'être très en amont et en avance sur ce que fait généralement Air Liquide. Et donc d'anticiper les tendances de demain et du coup de détecter éventuellement des petites structures qui pourraient travailler avec Air Liquide et qui sont à un stade encore très amont. Pour répondre à ta question, si tu t'appelles Dorian Gentine et que tu as juste une idée et tu tapes à la porte de Total, non, ça ne marchera pas. Non, parce que s'il y a plein de gens qui le font. Moi, quand je suis dans des salons, dans des forums où on a un stand, etc., ma plus grande crainte, et ça arrive tout le temps, c'est de voir arriver l'inventeur fou, parce qu'il y en a plein, qui je me présente, monsieur Trouve-Tout, et alors là je viens d'inventer l'essence sans essence. Bon, ben, ça c'est bien. Et alors, qu'est-ce que Total peut faire pour moi? Non. Alors, je veux dire, vous seriez à ma place, vous auriez la même réponse. Alors on écoute poliment, on dit, ah oui c'est bien, donnez-moi votre carte, et puis il ne se passe jamais rien, évidemment. Donc, il faut, si tu as envie d'entreprendre, que tu crées ta structure. Il y a d'ailleurs, sur la place de Paris, énormément d'aides pour constituer sa structure, d'organismes qui ne sont pas liés à Total, qui sont faits pour ça, d'aide aux créations d'entreprises. Les incubateurs, ils peuvent te recevoir. Et puis, à ce moment-là, quand tu as déjà quelques mois, tu as un produit ou un service qui est déjà bien avancé, là, les grands groupes peuvent s'intéresser à toi sous diverses formes. Et tu peux soit les contacter directement, ça peut fonctionner, soit tu te retrouves dans ces fameux clubs de rencontres, et là je tire mon chapeau aussi à la mairie de Paris, parce qu'ils font énormément de travail là-dessus, et on a vraiment, vraiment beaucoup l'occasion de rencontrer des startups. Et je dirais sans barrière, c'est vraiment des débats à armes égales. Il n'y a pas les grands groupes sur une estrade et puis les startups qui sont là. Non, c'est vraiment, on fait des cocktails, on parle, on nous présente. Alors, on nous présente le produit ou le service, ça intéresse pas, on prend la carte, on se recontacte, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, ça c'est la loi du genre. Mais voilà, après il y a tout ce qui est investisseurs, les gens spécialisés dans comment lancer une entreprise, on va aider
des levées de fonds, enfin, il y a tout un système qui existe et dont les grandes entreprises font partie, mais de façon indirecte. Ce n'est pas notre boulot non plus, nous, que de nous occuper en permanence de lancer des startups. Oui. Voilà. Mais avoir une idée tapée à la porte de Total, ça, c'est pas forcément Une structure, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas ni le temps ni la possibilité de regarder chaque cas qui se présente et qui n'est pas déjà un petit peu mature. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est une autre question, donc donc bonjour. Moi, c'est une question par rapport à vous, vos missions. Présente-toi. Hein, Présente-toi. ah pardon. Eliade Forest, je suis en 3e année donc. Et donc moi, la question que je pose, c'est par rapport à vos missions depuis la COP21. Est-ce que vos objectifs ont évolué ou est-ce que vous avez toujours eu des objectifs écologiques depuis votre création il y a 3 ans? Et est-ce que ces nouveaux objectifs, vous les considérez comme des contraintes ou comme des accélérateurs? Alors, peut-être pas été assez clair. Il y a 3 ans, on a créé la direction innovation, pas avec des objectifs métiers, au sens, nous, nos clients, c'est l'ensemble des métiers de la branche. La condition pour qu'on ait des relations avec ces métiers, c'est qu'ils innovent. Nous avons une direction du développement durable. Et donc eux, la COP21, tout ça, effectivement, c'est leur objectif. Ils ont sans doute éventuellement rajouté certains objectifs depuis la COP21, mais enfin bon, COP21, c'est pas non plus le moment où tout s'est révélé aux entreprises. La direction d'innovation, la COP21, ça nous a fait ni chaud ni froid. Moi, la direction d'innovation, mon rôle, c'est d'accompagner n'importe quel métier, dont le métier développement durable, parce qu'on en a fait un vrai métier développement durable, dans ces développements un peu innovants. Voilà, j'espère avoir répondu, c'est-à-dire que nous, la direction d'innovation, et c'est au nom de la direction d'innovation que je parle ce soir, la COP21 m'a pas fait du tout changer mon émission. Mais par contre, tout à l'heure, vous disiez quand les personnes ont trop la tête dans le guidon, on essaie de les en sortir. Et donc maintenant, quand vous essayez de les en sortir, vous n'avez vous n'avez pas d'idée, enfin, si leur apporte quelque chose, si c'est pas leur apporter une éthique développement durable, si les sortir de leur franchement. Pour sortir la tête du guidon, comme tu dis, il y a des méthodes et on les utilise. Quand tu réunis une équipe avec par exemple, du développement durable en atelier de créativité, il ne s'agit pas juste que les gens s'assoient et puis on se regarde en chaîne faïence en disant « Bon, eh ben on va lever la tête pour regarder ailleurs ». Non, il y a des méthodes, il y a une façon de conduire un atelier de créativité pour que les gens expriment tout ce qu'ils ont sur le cœur, qu'ils rebondissent sur leurs idées les uns les autres, pour que... il y a aussi des méthodes qui leur font voir... Alors, je prends des cas très très précis. Une méthode qui s'appelle l'analogie. Alors, je vais essayer d'être concis et clair à la fois. Ça consiste en quoi l'analogie? Prenons le développement durable. Je suis spécialiste du développement durable. On a organisé un atelier de créativité parce qu'on trouve que, en ce moment, ça ronronne, justement, que la COP21, on n'a pas su prendre le virage. Bon, il y a des choses qui ne vont pas, on voudrait innover. Donc, on commence l'atelier de créativité. On va lancer l'atelier de créativité avec ce qu'on appelle un brainstorming un peu classique, c'est-à-dire une fois qu'on a bien posé le sujet, on a bien questionné, on s'est dit c'est bien ça notre sujet, notre préoccupation numéro 1. Allez, tout le monde va lancer des idées, on va mettre ses idées sur des post-it, on va afficher ça, on va regarder, on va rebondir sur les idées des autres, plein d'idées. Puis à un moment donné, on se dit ça coince un peu là. En fait, ces idées qu'on a exprimées, c'est un peu le tout venant, il n'y a rien de vraiment original, c'est ce que tout le monde avait en tête au départ. Allons plus loin, et justement c'est là où on commence à sortir un peu la tête du guidon, on va utiliser l'analogie, c'est-à-dire qu'on va se dire, là on n'est plus total, on est par exemple un cabinet de beauté, enfin de cosmétique, là où on va se faire maquiller, etc. Et on se dit, dans le cadre de ce métier-là, comment est-ce qu'on va répondre aux questionnements, aux challenges qu'on s'est donnés. Et alors là, curieusement, parce que je pense que les psychologues, tout ça, pourraient vous expliquer par les sociologues que c'est très naturel. Curieusement, les gens ont soudain beaucoup plus d'idées. Et surtout beaucoup plus d'idées originales. Un peu, souvent qui font rire. Ce qu'on dit en innovation, c'est qu'une idée qui fait rire, c'est une bonne idée. Il y a quelque chose derrière. Bon, après, c'est pas plus systématique, mais bon. Et alors là,
Donc on commence à pondre des idées dans le cadre de ce salon de maquillage, cosmétique, etc. Et au bout d'un moment, quand on trouve qu'on a pas mal d'idées, on revient à notre sujet, à notre métier, et on dit comment est-ce qu'on pourrait transformer cette idée qu'on a eue dans le cadre du salon de maquillage dans le cadre du métier de Total. Donc ça s'appelle l'analogie, c'est-à-dire on prend un autre business et on essaye de faire des analogies entre les deux business, et c'est très 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 puissant comme méthode. Voilà. Donc là c'est un exemple d'une méthode que nous on utilise pour faire, pour que les gens lèvent un peu, comme tu dis, la tête du guidon et pensent autrement, out of the box. Mais voilà, mais ne mélangeons pas la finalité de chaque métier, et nous c'est pas notre business, et les méthodes que nous on utilise pour les aider dans la finalité de leur métier. Et la COP21 a sûrement eu beaucoup d'impact pour la direction développement durable, ça c'est sûr. Même pour l'ensemble du groupe Total de toute façon, parce que Total quand même, doit être préoccupé par le développement durable. Mais la direction innovation, elle n'a pas changé sa philosophie et ses missions pour ça. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis ancien d'Adventia, en entrepreneuriat. Moi, je voulais parler un petit peu, justement, rebondir sur ce que vous disiez à très juste titre, au sujet des méthodes, que ce soit nous, étudiants, futurs employés ou entrepreneurs. Moi, aujourd'hui, je monte ma start-up. Enfin, j'ai deux casquettes. Une de consultant en innovation, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et il y en a de plus en plus. On a comme clients AXA, Société Générale, Ingenico et d'autres. Et en fait, on sortait d'Adventia, donc un peu comme vous, et on s'est dit comment faire de l'innovation, mais surtout comment être à la pointe de l'innovation. Et en fait, il y a des méthodes gratuites, parce que tout n'est pas payant aujourd'hui, heureusement. La France est un beau pays, on a plein d'opportunités. Et en fait, ces méthodes, ça s'appelle Hackathon, ça s'appelle Startup Weekend. Ces méthodes, ça s'appelle Meetup, Challenge. Il y en a une multitude. Juste pour vous donner un ordre d'idée, moi, pendant que mes copains buvaient le week-end et se mettaient des murges, et ben, je me tapais 48 heures de hackathon, sans dormir, en mangeant un petit peu. J'en ai fait 15, et c'est comme ça que j'ai eu AXA. Aujourd'hui, on est consultant AXA. On leur sort un objet connecté qui s'appelle Stop Voleur, qui est un bracelet que vous portez au poignet, enfin bref. Voilà, on est pareil, on est consultant pour Ingenico avec qui on fait un POC. Enfin, les choses sont possibles, en fait, c'est ça que je veux dire. Là, ça paraît très éloigné parce que voilà, on voit Jean-Charles Guillet qui est ici, pas sur un piédestal, mais c'est une situation incroyable et il a un poste vraiment terrible, ça nous donne tous envie, j'imagine. Mais en fait, nous, on peut y arriver très facilement, c'est très proche, quoi. C'est un truc qu'on peut attraper. Donc du coup, ma question, c'était juste de savoir, est-ce que vous faites appel justement à des espèces de sociétés externes pour l'innovation, ou vous gérez tout en interne? J'ai déjà partiellement répondu à cette question. Quand je disais qu'on accompagnait les métiers sur leur projet d'innovation, parfois on les accompagne nous-mêmes, mais quand le projet est lourd, très stratégique, nous on ne se sent pas le professionnalisme suffisant pour les accompagner complètement. Donc on les présente à des cabinets, à des consultants, comme ce que tu as lancé, qu'on a déjà expérimenté. Parce que ce que j'ai pas dit non plus, je peux le temps dire, souvent en interne de la direction d'innovation, on expérimente les méthodes sur nous-mêmes. En fait, c'est un peu comme si on prenait des médicaments sur nous-mêmes pour voir si ça marchait avant de donner aux patients. Donc on expérimente ces méthodes, et si elle nous plaît bien, la méthode, on va proposer au métier de signer un contrat avec ce cabinet pour accélérer son projet, le projet du métier, parce que nous, on ne se sent pas les capacités. On se présente en interne à l'entreprise comme des professionnels d'innovation, mais en fait, on n'est pas des professionnels d'innovation. On est des membres de l'entreprise qui avons choisi le métier, on nous a mis sur métier innovation, on essaye de faire le mieux possible, mais il y a des gens où c'est le vrai métier que de délivrer des prestations d'innovation. Donc, pour répondre à ta question, évidemment, on présente et on favorise la relation entre un métier et un consultant, un fournisseur en matière d'innovation. Mais il nous arrive aussi, pour des produits des sujets un peu moins stratégiques, où on se sent un peu plus légitime, de le faire à la place d'un consultant. Voilà, les deux sont possibles. Et une dernière question, vous faites appel, pour vos produits en interne, parfois, pour vous, peut-être pas vous épauler, c'est pas forcément le terme, mais pour vous aider, pour avoir un petit soutien à des sociétés de conseil en innovation? Oui, alors, tout à l'heure je vous ai parlé d'UMAP, vous vous souvenez de l'UMAP?
Alors UMAP, au-delà du fait de nous avoir fourni cette fameuse plateforme pour la relation avec les startups, ils organisent aujourd'hui des challenges dans les entreprises. Et donc, au mois de novembre dernier, on a demandé à UMAP d'organiser un challenge pour renouveler l'offre de la direction innovation. Ça faisait 3 ans qu'on avait créé la direction et on se disait, on a peut-être des choses nouvelles à présenter à nos métiers, peut-être qu'on a un peu fait le tour de ce qu'on a fait jusqu'à présent et il faudrait aller one step beyond. Donc voilà, et UMAP a une certaine méthodologie. En fait, je vous le dis en 3 mots, il a organisé le challenge, c'est-à-dire bon, un peu classique, atelier de créativité, mais la différence c'est qu'on passe une journée, une fois qu'on a récolté un certain nombre d'idées, on passe une journée à enrichir ces idées avec des startups. C'est-à-dire que UMAP, qui connaît bien, qui a pas mal de collègues startups, fait venir des startups, quel que soit d'ailleurs le domaine où on travaille à startup, c'est surtout dans le fonctionnement, c'est important. Donc on travaille avec des startups et avec des coachs. Donc UMAP travaille aussi avec des coachs. Et donc ce sont des gens qui vous disent ton idée là, mais pourquoi tu veux mettre en place ce service? Est-ce que tu t'es préoccupé de savoir à quoi ça va servir? Et ton client, tu connais ton client, tu imagines que ça va l'intéresser cette offre, etc., etc. Il nous pousse dans les derniers retranchements pour qu'on enrichisse exactement comme le ferait une start-up. Une start-up, quand elle se lance, il faut qu'elle se pose plein de questions parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai l'idée du siècle, il faut aller voir les clients, le terrain, les usages, la concurrence, etc., etc. Donc, pour répondre à ta question, oui, on se fait aider aussi pour renouveler nos propres prestations. Et comme j'ai dit aussi, on utilise certaines méthodes en interne d'abord, on se fait des petits workshops, voilà, exactement, entre nous, pour voir si la méthode, elle nous plaît, si ça prend, voilà. Déjà, si nous, elle nous plaît, ce sera plus facile de convaincre les métiers d'utiliser. Alors, en revanche, si elle ne nous plaît pas ou si on ne l'a pas utilisée, ça va être difficile de dire utilisez-la. Il y a une autre question. On a des questions aussi en vidéo. Il y a préparé quelques questions. Bonsoir monsieur, Clémentine Courbeau, je suis en Master 2 en International Business Development. Suite à toutes ces questions d'entreprendre et d'innovation, j'aimerais savoir, comme vous avez fait l'expérience de l'international aussi dans votre parcours, si on a des différences culturelles qui peuvent impacter positivement l'innovation. Et si, par exemple, vous, des innovations que vous développez en total en France sont facilement ou pas parfois transposables dans vos succursales, etc., à l'étranger. Excellente question. Excellente question. Et nous sommes au cœur d'une problématique aujourd'hui dont on développe beaucoup. Alors, j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais dans toutes nos actions, nous, la direction d'innovation, on a lancé il y a 2 ans et demi, 3 ans, un concours, un challenge, mais régulier, tous les trimestres. On demande au comité de direction de la branche de récompenser, non pas une idée, mais une réalisation innovante. Une réalisation innovante d'une de nos filiales. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les trimestres, nos correspondants innovation nous font remonter des dossiers de réalisation innovante qui sont déjà en place, donc ils gagnent déjà de l'argent, de l'ensemble des filiales de Total dans le monde. En général, chaque trimestre, ils nous remontent une trentaine de dossiers, donc c'est quand même beaucoup de travail. Nous, on consolide ces dossiers, on passe un regard critique dessus pour voir si c'est vraiment innovant ou pas innovant, et on établit une petite note à destination de notre comité de direction en disant, alors on présente tous les dossiers, puis il y en a certains, on met un avis plus favorable que d'autres. On dit, celui-là, ça vaudrait le coup de récompenser parce que c'est vraiment une réalisation innovante, ça a vraiment une rupture de business model, ou ça a changé la donne, ça a transformé la filiale, etc., n'importe quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est accompagné maintenant d'un deuxième mouvement, et c'est là où je rejoins votre question sur la culture et sur la réplicabilité des innovations. On demande maintenant à l'ensemble de nos filiales de dupliquer les innovations qui ont été récompensées. Prenons un exemple que je prends très souvent aussi, et là c'est du vrai, c'est pas les toilettes, enfin les toilettes c'est vrai aussi, mais aux Philippines, petite filiale de Total, parce qu'en Asie on est encore un petit peu balbutiant, ça fait 20 ans qu'on s'intéresse à l'Asie, on commence tout juste à gagner de l'argent en Asie, on n'est pas très très fort en Asie, mais bon quand même, on a des filiales qui sont très innovantes en Asie, et alors aux Philippines, Total Philippines, il y a 2 ans de cela, ils ont été récompensés parce qu'ils ont
élaboré une façon de construire, alors c'est un peu technique, hein, mais, enfin technique, ils ont élaboré une façon de construire les auvents qui sont au-dessus des pompes. Vous savez, quand vous allez dans une station-service, vous n'êtes pas en plein vent sous la pluie ou la neige, hein, il y a un toit au-dessus des pompes pour que vous puissiez vous approvisionner sans être mouillé, etc. Et donc, jusqu'à présent, dans tous les pays du monde, enfin là où on a des stations, ces auvents, on les installe après avoir mis des échafaudages, il faut être en hauteur, ça prend du temps, c'est assez cher et c'est assez risqué. Et eux, ils ont trouvé la façon de construire l'auvent à terre et de le faire monter avec un petit système de poulies. Mais tout simple, c'est-à-dire ils ont utilisé les moyens du bord, hein, un peu ce qu'on appelle de l'innovation frugale, c'est-à-dire avec peu de moyens faire beaucoup de résultats finalement. Et donc cette innovation a été récompensée par ce qu'on appelle l'innovation du trimestre, hein, par le CDMS, il y a 2 ans à peu près. Et du coup, aujourd'hui, elle a été intégrée dans tous les cahiers des charges quand on fait un appel d'offres pour construction d'une station-service, dans le monde entier. Et donc là, on va répliquer, parce qu'on s'est dit, mais c'est pas une question de culture, là. Là, je veux dire, n'importe quel pays peut adopter cette innovation. Peut-être en la modifiant légèrement, peut-être en utilisant des moyens un peu différents, mais globalement, le concept, il est réplicable. Donc cette notion de réplicabilité, de duplication, on dit souvent en innovation que copier, c'est innover. Contrairement à ce qu'on nous apprend dans les écoles, pardon monsieur le professeur, mais copier, c'est souvent une bonne source d'inspiration. Bon, voilà, condition de travailler de son côté aussi, parce que si juste copier bêtement, ça ne sert à rien. Donc, nous, on s'est lancé dans un grand mouvement de duplication, et donc, ce que fait Total Philippines, il faut se poser la question en Belgique, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose en Belgique, ou est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose en Argentine, voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans ce mouvement-là, et qu'est-ce qu'on constate, c'est que dans le monde de l'innovation, il n'y a pas vraiment de barrière culturelle. Après, évidemment, on adapte, hein, il faut savoir s'adapter, mais une innovation qui fonctionne bien en Asie, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas fonctionner sous une forme un petit peu évidemment évoluée dans un pays d'Europe ou en Amérique du Sud. On voit que ça fonctionne bien. Un autre exemple qui est très développement durable, hein, le Kenya avait lancé il y a quelques années un programme de reforestation. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais c'était assez innovant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Eh bien, Total Haiti, qui a aussi des problèmes de déforestation très importants, a lancé le même programme, mais en l'adaptant au contexte de Tahiti. Voilà, en faisant par exemple intervenir des gens célèbres à Haïti pour promouvoir le programme. Évidemment, ils n'ont pas demandé à des gens du Kenya, parce que voilà, ils sont vraiment adaptés à la culture d'Haïti. Et le concept de départ, il venait du Kenya. Voilà, ça c'est vraiment une très très bonne question, parce que c'est assez vital, quoi, finalement. Et puis, alors, ça économise de l'énergie, si je peux dire. Pas forcément conseiller Total, parce que ça entend un peu l'énergie, mais quand on copie, on réplique une innovation dans notre pays, ben, voilà, on n'a pas à réinventer la roue, on a économisé un temps fou, et tout de suite, on est gagnant. Voilà, parfois, on peut aussi se rater en imitant, hein, ça peut aussi arriver que dans certains pays, ça ne pas. Oui, merci. Professeur, pose une question, attention, vous êtes noté après. Vous avez beaucoup parlé de l'esprit start-up, et c'est vrai que beaucoup d'entreprises, et plus spécifiquement de grosses entreprises, se questionnent beaucoup sur l'esprit start-up et comment retrouver l'esprit start-up, mais vous l'avez dit très bien, une grosse entreprise ne peut pas retrouver le fonctionnement d'une start-up, mais plutôt l'esprit. Alors comment vous qualifieriez justement cet esprit start-up, ce dont a besoin justement une grosse entreprise? Alors, ce que je dis toujours, c'est que d'abord une start-up, elle est par nature innovante. Ça fait partie de ses gènes, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, pour se faire une place au soleil, dans un monde où il y a plein d'acteurs, il faut innover pour pouvoir se faire. Donc, ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on dit à nos collaborateurs, tu vois bien que si tu veux quelque chose, qu'une idée, que ton idée prenne et qu'elle se développe, il faut que tu sois un peu différent des autres, que tu vas. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, la question du temps. Alors, c'est une question très complexe, parce qu'évidemment, le temps n'est pas le même pour une grande entreprise que pour une start-up. Un jour d'une start-up, c'est absolument indispensable, et ça correspond peut-être à un mois ou à un trimestre d'une grande entreprise. Et donc là, on voit un décalage temporel,
qui est réelle. Et ce que nous inspire cette notion du temps dans les startups en interne, c'est de dire est-ce qu'on ne fait pas fausse route en se disant que pour tel ou tel projet, il va falloir 6 mois pour le réaliser. Pourquoi est-ce qu'une startup arrive à réaliser un projet on va faire schématique, en 1 semaine, et nous, il nous faut 1 mois? Questionnons-nous. Et donc là, on regarde un petit peu quelles méthodes sont utilisées par les startups pour avancer aussi vite. Donc c'est de l'agilité, hein. C'est par exemple éviter de faire des réunions en permanence où on se réunit pour fixer la date de la prochaine réunion. Hein. Voilà, je caricature évidemment, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est un peu souvent comme ça. Il y a beaucoup de blablabla, gna. La start-up, elle, de toute façon, elle ne se fait même pas des réunions, ils sont en tête à tête, allez, on fait ça, on essaie, on sera, voilà. Donc, inspirons-nous, si on peut, c'est pas toujours facile, de ce timing-là. Les décisions aussi, l'art de prendre des décisions. La start-up, ils sont 3, dont le chef, la décision elle est vite prise. Hein. Ils ne vont pas autour du pot pendant 3 jours. Nous, il y a des systèmes de délégation. Moi, j'ai une délégation jusqu'à 10 000 €. Alors après, au-dessus, il faut que je passe au chef. Lui-même va passer au chef. Et c'est normal. C'est normal, parce que vu les montants qui sont en jeu dans une entreprise, on ne va pas laisser un pouvoir... on va pas laisser à n'importe qui le pouvoir de faire un chèque de 3 millions. Tout le monde comprendra ça. Mais néanmoins, ça crée une habitude de je ne vais pas prendre de responsabilité, je vais monter au-dessus. La prise de responsabilité, on doit la retrouver en entreprise. Parce qu'il y a plein de domaines où finalement on ne prend pas de responsabilité alors qu'on pourrait prendre. Ça ne va pas engager les intérêts vitaux d'entreprise. Donc ça aussi, c'est des leçons que nous apprennent les startups. Elles prennent la responsabilité, parce qu'elles y sont obligées, parce que c'est vital pour eux. Mais nous, on doit aussi s'en inspirer. Voilà. Et puis alors, la connaissance du terrain. Quand on est leader, comme Total, c'est vrai que parfois, même si on est bien au contact de nos clients, je ne suis pas en train de dire qu'on ne connaît pas nos clients, mais malgré tout, parfois on se repose un peu sur ce qu'on a toujours fait avec ses clients. On se dit, ça fait 20 ans que les clients ils sont très contents de nos stations-service, pourquoi du jour au lendemain ils sont plus contents de nos stations-service? Donc on se creuse un tout petit peu moins la tête en se disant peut-être qu'on anticipe des évolutions, peut-être qu'on va modifier un peu. On le fait, hein. Là je fais aussi la caricature, bien sûr qu'on le fait, mais c'est peut-être moins spontané qu'une start-up qui, elle arrive sur le domaine, et la première question qu'elle se pose, c'est quels sont les usages que je pourrais capter, quelles sont les nouvelles habitudes des consommateurs, il faut que je regarde le marché, est-ce qu'il est pushy sur ce sujet-là, etc. Parce que si je ne le fais pas, de toute façon, je ne vais rien obtenir. Et quand on a un start-upper dans la salle, il sait très bien qu'il faut être constamment à l'écoute de ce que demande le client ou le futur client. Et donc voilà, c'est aussi des choses que l'on prône en interne en disant préoccupons-nous des clients avant tout. Alors l'exemple typique et dramatique, mais qui existe de moins en moins chez Total, c'est le chercheur. Parce que alors, Total est très fort en R&D. Voilà, on est fort en plein de choses, mais la R&D, structurellement, historiquement, c'est un domaine très fort de Total. R&D, c'est l'innovation produit essentiellement. Donc là, les carburants, on sait les améliorer, ils permettent d'économiser de l'énergie, de laver le moteur, enfin c'est merveilleux. Bon. Mais souvent, on a des chercheurs qui viennent et qui disent « Ah, j'ai trouvé un carburant, voilà, je sais pas, je vais dire un exemple complètement stupide, j'ai trouvé un carburant de couleur violette et quand on le met dans le moteur, ça fait pouf pouf. » Je trouve que c'est génial. Et la première question, à quoi ça sert? Est-ce que nos clients ont besoin de ça? Est-ce que tu as été voir les clients? Non mais c'est bien, c'est super produit ça, voilà. Donc ça, c'est le gros écueil que ne rencontre pas la start-up. C'est-à-dire on ne se pose pas la question, on élabore quelque chose dont on est absolument fier et qui souvent est très sophistiqué. Et puis finalement, on se dit, mais personne n'en a besoin, ça ne sert à rien. Voilà, on est content parce qu'on a trouvé le truc, mais ça ne sert à rien. En tout cas, ça ne sert pas tout de suite, pas dans ces conditions-là. Et en tout cas, on n'a pas analysé la façon dont on allait pouvoir l'utiliser. Bon, ça c'est aussi très caricatural, ça n'arrive quasiment plus chez Total. D'accord. Je sais qu'il y a encore une dernière question. Oui, oui, bonjour. Je suis aussi enseignant-chercheur à Nouveau-Ancien. Et j'ai 2 questions à vous poser. La première, et pardonnez-moi, je suis venue après le début, vous l'avez peut-être dit,
Je voulais savoir quels sont les critères que vous utilisez pour mesurer l'impact de votre service. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que vous avez, vous, envie d'être entrepreneur? On commence par la première. Bon, mesurer l'impact de l'innovation, c'est assez difficile. Mais bon, malgré tout, on a quelques moyens de mesurer. Alors, ce que je n'ai pas dit non plus, parce que je ne peux pas tout dire, c'est quand on a lancé la direction innovation, le management nous a donné 3 indicateurs de performance qui temporellement coïncident avec la feuille de route de la branche. Donc, à horizon 2017, on doit pouvoir montrer à notre management que grâce à l'action de la direction innovation, 100% des collaborateurs de la branche ont été sensibilisés à l'innovation, 100% de 30 000 personnes, un peu en contexte, 20% des 30 000 a été formé à l'innovation, et qu'on a réussi à dégager 10% du RO net de la branche avec des produits de moins de 5 ans. Voilà, c'était les 3 KPI qu'on doit suivre. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 2 ans de la fin de cette feuille de route. Justement, les chiffres sensibilisation, innovation et formation sont tombés ce matin. On est à 58% de sensibilisation et on est à 18% de formés. Mais, parce qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, hein. Entre-temps, on a réduit le périmètre. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, mais ça c'est aussi l'adaptation, que sur les 30 000 personnes, il y a des gens qu'on ne pourrait jamais former, ou des gens qu'on ne pourrait jamais sensibiliser, en tout cas dans l'immédiat. Prenons par exemple les chauffeurs de camions, ils n'ont pas de poste de travail. Comment vous pouvez les faire jouer au jeu dont je vous ai parlé? Vous n'allez pas les réunir pour faire des formations sur l'innovation, en tout cas ce n'est pas l'objectif numéro 1. Bon, il y a un certain nombre de populations qui ont pour l'instant été mis en dehors. Il y a aussi des filiales qui sont assez éloignées en termes de, je dirais, de liens capitalistiques, qu'on a retirés aussi du périmètre, parce que ça coûterait trop d'aller les atteindre là-dessus. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur entre 22 et 25 000 personnes à former, sensibiliser. Malgré tout, ça montre que depuis 2012, il y a eu un effort assez significatif sur ce domaine. Et alors, en ce qui concerne le KPI financier, cette année, alors là, il n'est pas complètement achevé, mais je pense qu'on aura fait les 3/4 du chemin. On ne sera pas à 10% du RO net, mais on sera à peu près à 8%, 7%, 8%, ce qui est aussi très significatif. Au regard des masses en jeu, c'est très significatif. Alors on a un autre moyen de voir si l'innovation progresse dans la branche, c'est ce qu'on appelle les Total Survey. Alors Total Survey, c'est une enquête que l'on lance tous les 2 ans dans l'ensemble du groupe, dans la branche marketing et services, et il y a une rubrique innovation. Et donc il y a des questions, donc cette enquête-là, elle est adressée à tous les collaborateurs du groupe, hein, à peu près 100 000 personnes, et il y a une série de questions. Est-ce que vous trouvez que votre hiérarchie vous écoute? Est-ce que votre hiérarchie vous laisse innover? Enfin, il y a des questions dans tous les domaines, mais dans le domaine de l'innovation, il y a maintenant une rubrique assez développée. Et on constate, donc il y a eu une enquête en 2011, avant la création de la direction d'innovation, puis en 2013, puis en 2015. Eh bien, en 2013, par rapport à 2011, il y avait déjà eu des opinions beaucoup plus favorables sur est-ce que vous sentez que l'innovation progresse, est-ce qu'on vous laisse un peu plus de liberté, etc., etc. Et en 2015, on a les premiers résultats commencent à arriver et on voit aussi qu'il y a une progression très, très significative. Donc, c'est sûrement pas dû uniquement à l'action de la direction d'innovation, mais ça nous permet quand même de conforter un peu notre action. Mais bon, parce que vrai, c'est un travail de long terme. Hein. Et puis alors, en fait, le dernier critère, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand j'ai répondu à la question de Mademoiselle, c'est les dossiers de réalisation innovante qui remontent. Et ça, on a vu, c'est une courbe qui a fait ça. C'est-à-dire qu'en 2012, quand on a créé la direction, il y avait très peu de dossiers qui remontaient. Et aujourd'hui, on est presque obligé de refuser du monde. Enfin, dans le sens où on n'arrive plus à tout traiter. Il faut même demander à certains métiers de reculer la date à laquelle ils vont présenter leur dossier, parce que là, sur le trimestre en cours, il y a trop de monde. Et du coup, le comité de direction, il a envie de récompenser tout le monde, parce que tout est intéressant. Et donc ça va plus devenir très, très challenge. Donc ça, c'est aussi un bon critère qui montre que, d'abord, on nous écoute davantage, et puis aussi peut-être qu'on innove plus qu'avant.
Ça, c'est difficile à savoir, parce que peut-être qu'avant on innovait, mais on ne le disait pas. C'est un peu délicat. Et est-ce que tu veux attendre deuxième là question. J'ai pas oublié la deuxième question. Quand même. Alors, il se trouve que j'ai déjà entrepris en 2004, j'ai créé une entreprise. Donc, je suis sorti du groupe. Enfin, je suis sorti du groupe. Là aussi, comme le disait monsieur, en France, on est quand même plutôt bien entouré. Et donc, la législation permet à un collaborateur d'une grande entreprise, enfin une petite, on va dire, de prendre un congé pour création d'entreprise. Donc, en 2004, j'ai pris un congé pour création d'entreprise. Alors, j'ai créé je sais pas comment, je suis un peu consultant, c'était en fait une entreprise qui faisait partie d'un réseau qui existe en France et qui fait du conseil en aide publique française et européenne. Parce que je ne sais pas si vous savez, enfin, vous le savez sûrement, mais la France et l'Europe fourmillent, c'est extraordinaire, d'aide publique. Et pour tout. Quoi que vous fassiez dans une entreprise, vous avez droit à une aide. C'est aussi incroyable. Et donc moi j'avais monté une structure pour la région Aquitaine. Et bon, j'ai pas continué parce que honnêtement, bon d'abord je regrettais, l'univers, j'allais presque dire, alors, prenez pas mal, mais intellectuel chez Total, vraiment je ne me retrouvais pas dans ce que je faisais, c'était très terrain. Et puis alors ce qui était absolument sidérant, c'est que vous alliez voir des chefs d'entreprise, alors c'était des petites entreprises, hein, parce que les grandes entreprises elles ont compris depuis longtemps qu'on pouvait profiter des aides, mais les petites entreprises, vous alliez les voir. En fait, le business model était assez simple. On allait voir une entreprise, on lui dit là qu'est-ce que tu as investi cette année, ou qu'est-ce que tu as fait cette année? Ah, ben là, tu as droit à une aide. Ah, là, tu as droit à une aide. On s'occupe de tout, on monte le dossier, et on s'abête. C'est-à-dire que si on t'obtient 100 000 euros d'aide, on va faire 100 000 euros moins 10 000, et puis voilà. C'est tout bénéf pour l'entreprise. Eh ben, dans 99% des cas, les gens disaient non, parce que, pourquoi? Ils avaient peur que l'administration fiscale passe derrière en disant... ils considéraient, la plupart des patrons considéraient que c'était une ruse de l'administration pour ensuite faire des audits des comptes et voilà. C'était assez désespérant. Donc je me suis dit, entre le climat un peu d'émulation qu'il y avait chez Total qui me manquait, plus le fait que j'avais fait des petits comptes pour gagner autant chez Total, il faudrait que je fasse tant d'affaires, hein. Je travaille 24 heures sur 24 et encore, 24 heures sur 24 c'est pas suffisant, et en plus il faudrait qu'ils me disent oui à tout. Donc bon, au bout d'un an et demi, j'ai dit bon. Alors donc, quand on vous prenez un congé pour création d'entreprise, vous avez le droit à 1 an renouvelable. Et au bout des 2 ans, vous pouvez dire je démissionne ou je reviens. Que moi, j'allais dire que entre les jambes, je suis revenu. Mais finalement, ça m'a pas trop desservi. Et pourtant, c'était pas une époque où Total était encore très ouvert à ça. Et quand j'en parle aujourd'hui à certains de mes collègues, ils me disent ah non, t'avais du cran de faire ça, parce que moi, j'aurais jamais osé. Bon, j'ai eu l'opportunité, j'ai tenté. Voilà, et c'est sans doute aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis en innovation, parce que j'ai sans doute un profil un peu atypique pour l'entreprise. Voilà. Bon, donc, mais je pense que c'est fini maintenant. Enfin, c'est fini. On ne sait jamais. Faut jamais dire que Fontaine ne mourra pas de ton lot. Ça se trouve, Dorian va me proposer de monter une entreprise avec lui, et hop, bras dessus. On en parle ce soir. Encore peut-être 1 ou 2 questions, et puis on commence à... Bonjour, Isabelle de Frémont-Caminade, je suis responsable du service emploi carrière pour les diplômés au sein de Noventia. J'aimerais d'abord merci beaucoup pour ce partage de la passion que vous avez de votre métier. Si vous aviez un jeune collaborateur à recruter, Dorian, par exemple. Quel serait le profil idéal pour vous? Quelles seraient les compétences que vous souhaiteriez retrouver auprès de ce collaborateur? Et puis la deuxième question, on a un certain nombre de jeunes diplômés qui souhaitent effectivement s'orienter dans cet environnement-là. Quels conseils pourriez-vous leur donner pour intégrer une entreprise dans les meilleures conditions, en tout cas pour qu'ils puissent se projeter dans le cadre de leur recherche? Comme je dis à mes enfants qui en ce moment sont... ma fille passe son bac et mon fils est en 3e année de droit, je leur dis ce qui est important c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Bon, ça a l'air bête comme ça, mais bon, c'est un des critères. Bon, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Donc la première chose c'est se laisser un peu guider par ce qu'on a envie de faire. Il y a sans doute des entreprises qui attirent plus les étudiants que d'autres, donc déjà ça peut... Ensuite, quelles compétences nous on recherche? On n'a pas de compétences a priori. Donc quand on renouvelle notre stock d'alternants, on reçoit des... Alors bien sûr, on fait une offre de formation
qu'on transmet à la RH, qui la met sur le site de recrutement Total, qui s'appelle Careers. Et donc évidemment, on demande, enfin on décrit ce qu'on attend, en quoi va consister la tâche de l'alternant, et puis on demande un certain nombre de compétences, mais en fait c'est des compétences que tous les étudiants ont, c'est avoir le bac, plutôt bac plus 4 plus 5, parce que bon, l'innovation c'est quand même un domaine où on a besoin de prendre un peu de recul, d'avoir une bonne expression écrite et orale, etc. Donc parfois, juste après le bac, c'est un petit peu léger. Bon, voilà. Mais c'est des exigences, avoir au moins une langue vivante, et puis savoir utiliser les outils informatiques. Alors en ce qui concerne les compétences, je dirais, propres à la personne, ça on essaye de le juger au moment de l'entretien. Alors, nous, notre critère numéro 1 à l'innovation, c'est l'état d'esprit. Donc on a un pool de 3 alternants en permanence et on veut absolument qu'il y ait une très bonne ambiance dans le groupe. Et donc, en tout cas moi personnellement, mes collègues font la même chose, on est très attentifs à l'attitude que l'étudiant va avoir. Vous avez des étudiants qui sont extrêmement compétents, mais qui arrivent déjà en vous laissant entendre qu'ils savent tout faire. Et que, bon, voilà, ils sont sans doute la meilleure recrue que vous aurez jamais. Méfiant.